bonjour à tous. Je suis ravie de passer cette session avec vous pour parler de motivation et de changement agile. Donc d'abord, un grand merci à nos différents partenaires qui nous permettent de nous réunir aujourd'hui. Une présentation rapide. Donc, je suis Lauriane Boissière-Jeannot, je suis principal spécialisée dans les sujets People et Change au sein du groupe de conseil Square Management. Je suis également doctorante depuis 1 an avec Dauphine PSL. Je travaille sur le sujet de la motivation. Je m'intéresse en particulier à la motivation en lien avec les comportements de leadership. Et plus précisément, parce que la recherche, c'est ça, on va aller creuser des sujets dans les environnements contraints, c'est-à-dire quand on manque de budget, de temps, toutes les contraintes qu'on peut imaginer, des problèmes de postes usants, tous ces sujets que je croise assez régulièrement dans les organisations que j'accompagne. Quelques mots sur mon groupe de conseil. Donc Square Management a été fondé en 2008, donc 16 ans à l'heure actuelle. On a donc un cabinet sous la marque Circle Strategy de 50 consultants donc, qui interviennent sur les sujets de stratégie, 850 consultants pardon, sur les sujets organisation et management. À l'origine, on a démarré sur le secteur bancaire et l'assurance. On s'est diversifié, donc maintenant c'est à peu près 2/3 de notre activité. On intervient sur 10 domaines d'excellence, dont People et Change, mais également tous les sujets d'organisation, d'efficacité, donc qui inclut les sujets agiles. On s'appuie sur un centre de recherche, donc on a 25 programmes de R&D qui sont chacun rattachés à l'un de nos domaines d'excellence. Donc pour vous donner un peu de visibilité sur ce qu'on fait sur les sujets People et Change, on a une doctorante qui travaille sur tout ce qui est ambidextrie et tout ce qui est innovation managériale. On a également un programme autour de la culture, comment s'appuyer sur la culture des organisations pour les aider à se transformer, donc qu'est-ce qui est aligné avec les ambitions stratégiques et qu'est-ce qui est plus orthogonal et donc sur lequel il faut travailler. On a également une chercheure qui travaille sur les sujets de job crafting, donc là en lien avec l'arrivée des nouvelles technologies comme l'IA, donc comment on fait pour redesigner les postes en prenant en compte les appétences des collaborateurs, leurs contraintes et ce vers quoi ils tendent et leur retour terrain, mais aussi la direction de l'entreprise. Donc, elle travaille sur ces sujets-là et donc mon sujet de recherche, c'est le 4e sujet sur le périmètre People et Change. Donc, on consacre plus de 1% de notre chiffre d'affaires à notre centre de recherche. On investit également beaucoup dans la formation, c'est 2,5% de notre chiffre d'affaires annuel. Pour pouvoir former nos consultants, parce que c'est important pour nous de vraiment arriver chez nos clients avec une expertise et de la valeur ajoutée sur les méthodes qu'on propose. On est également très engagé en termes de RSE. On a une fondation qui soutient les familles dont les enfants sont hospitalisés, notamment qui soutient également les programmes de recherche d'un point de vue santé. On est signataire depuis peu de la charte de la diversité, on est très fiers pour ça. On a également un programme de mentorat au féminin qui a vu le jour et voilà, on a différents partenariats sur le sujet de la RSE. Je vous invite à aller voir notre site internet si vous êtes intéressé voilà, par les différentes publications qu'on propose. Et entrons maintenant dans le vif du sujet. Donc, motiver les équipes avec le changement agile. Moi, c'est un sujet qui m'a toujours touchée. Ça fait plus de 20 ans que ce sujet me travaille, la motivation. Et je ne suis pas la seule. En fait, il y a énormément de publications et de travaux académiques qui sont faits sur le sujet. Alors, ça peut remonter quand on regarde les études au niveau de la recherche. C'est 19e siècle où il y avait déjà des interrogations sur la rationalisation du travail, l'impact sur les collaborateurs. Et en fait, les travaux de recherche continuent. Moi, je trouve énormément de choses. Il y a eu toute une période où il y avait un focus particulier sur la motivation. Là, depuis une dizaine d'années, on se rend compte que c'est plus au niveau de l'engagement qu'il y a des recherches. C'est-à-dire que le niveau d'exigence a augmenté, la motivation, c'est cette force interne. On va essayer de comprendre pourquoi les gens agissent d'une façon, pourquoi ils ont tel ou tel comportement. L'engagement, c'est faire au-delà de ce qui est attendu. Et vu le contexte dans lequel on évolue, avec le niveau d'exigence, la compétitivité, c'est devenu presque la nouvelle norme, ce qui explique aussi cette tendance vers l'engagement. Il y a énormément d'ouvrages qui sont publiés chaque année. Là, je vous ai fait un petit florilège, donc A Live at Work. Alors, ce que je trouve qui est intéressant,
c'est que, est-ce que ça sous-entendrait qu'on est mort au travail à l'heure actuelle? Bon, il y a quand même des questions à se poser. C'est un ouvrage très intéressant de Daniel Cable, qui est un enseignant à la London Business School. Alors, je ne crois pas qu'il a été traduit en français, mais je vous le recommande si ces sujets vous intéressent. Il est très intéressant, il s'appuie sur les neurosciences notamment. La Harvard Business Review a également publié en 2022 un petit recueil des différents articles qui sont parus sur le sujet. Beaucoup de choses très intéressantes au niveau du sens, replacer dans le sens dans le cas de contexte professionnel. Génération Farniente, alors là les deux autres ouvrages sont un peu plus généralistes, ils ont été faits par des journalistes économiques. Ça a été l'ouvrage de Pascal Perret est sorti au moment où on s'interrogeait sur la réforme des retraites. Parce qu'on peut aussi se dire, mais s'il y a une majorité de personnes, sauf les retraités, qui ne sont pas pour le rallongement de l'âge de départ à la retraite, est-ce que ça veut dire qu'il y a quand même un vrai mal-être au travail? Donc voilà, pourquoi tant de Français ont perdu le goût du travail? Et puis pourquoi travailler? Alors là, c'est un ouvrage d'un enseignant qui s'interroge voilà, sur les causes du travail, ce que ça apporte au niveau social. Donc. Mais donc, il y a constamment, là récemment, c'est Jacques Forest, qui est un chercheur canadien, qui a publié un livre aussi très intéressant là-dessus. Donc, il y a vraiment un souci dans les organisations, une préoccupation par rapport à ce sujet de la motivation. Donc là, on voit tout ce qui est publication, ouvrage. Maintenant, si on regarde les chiffres, quels sont les éléments factuels, tangibles en termes de chiffres qu'on peut observer et qui nous donne des indications sur la motivation des collaborateurs. Le taux de démission. Alors, on a beaucoup parlé de la grande démission après la crise Covid. En fait, ce n'est pas un phénomène qui est nouveau. C'est un phénomène, quand on regarde sur les 10 dernières années, vous voyez le taux de démission en France, c'est la même chose aux États-Unis. La courbe a la même forme. En fait, on voit que ça fait 10 ans qu'on a de plus en plus de personnes qui quittent leur entreprise, posent leur démission, changent, restent moins longtemps à leur poste. C'est vraiment un phénomène de fond. Donc effectivement, il y a eu un gel au moment de la crise Covid parce que les gens ne pouvaient pas partir, mais ça a aussi été l'occasion pour eux de se poser des questions. Qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire? Est-ce que je suis épanouie dans mon travail? Peut-être de se former pour accélérer un projet de transition professionnelle. Mais quand même, quand on regarde en termes de chiffres, on se rend compte qu'en quasiment 10 ans, le taux de démission a doublé. Donc on a quand même des questions à se poser sur la motivation, le bien-être des collaborateurs et leur épanouissement dans les organisations. Concernant l'absentéisme aussi, il y a eu un article assez intéressant qui est paru dans les Échos sur la croissance de l'absentéisme. Donc dans les observations qui ont été faites, on se rend compte que les gens ont des arrêts maladie davantage en lien avec des problèmes psychosociaux par rapport à avant. Ça touche aussi davantage les cadres, les jeunes de moins de 30 ans, les managers. Donc voilà, il y a une tendance et on constate aussi le phénomène de polyabsentéisme, c'est-à-dire des gens qui ont des arrêts, plus d'arrêts par an, des arrêts plus longs. Et enfin, le taux d'engagement. Donc vous êtes peut-être familiarisé avec les études Gallup sur l'engagement. Alors, moi je préférerais insister en fait sur le taux peut-être en France par rapport aux autres pays. Donc en France, avec 7% de taux d'engagement, en fait, on est avant-dernier en Europe. Il y a l'Italie qui est pire que nous à 5%, mais quand même. Bon, et l'Europe, en termes de continent, c'est celui où les gens sont moins engagés. Donc on a quand même des questions à se poser. Peut-être le petit point d'attention, parce que mes directeurs de recherche sont très exigeants et certains d'entre eux, dans leur réseau, ils sont allés analyser les études de Gallup et elles sont un petit peu plus pessimistes que la réalité. C'est-à-dire que leurs questions sont un petit peu orientées. Donc il faut quand même prendre ça en compte, mais quand même, les chiffres et aussi le positionnement de la France par rapport aux autres pays nous interpellent. Alors, que nous disent les managers, directeurs et dirigeants? Donc effectivement, dans le cadre des missions, je suis amenée à parler avec ces profils-là dans différents secteurs économiques. Et quelques verbatims de ce que j'entends. Notre principale crainte, c'est que nos collaborateurs lèvent le stylo. Donc j'ai eu l'occasion de travailler il y a 2 ans sur le rapprochement de 2 entités bancaires. Et ça, c'était un échange que j'ai eu avec un des cadres dirigeants
qui nous disait, voilà, avec ce rapprochement, les gens vont se poser des questions, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ça ne va pas créer vraiment un phénomène de démotivation? Donc ça fait vraiment partie des préoccupations qui ressortent. Là, c'était un autre client l'année dernière dans le secteur des services qui nous parlait de sa difficulté à recruter des talents, mais aussi à les fidéliser. C'est-à-dire que les gens viennent et puis ils repartent très rapidement, alors qu'on a quand même investi du temps à les former. Et il se posait aussi la question de l'opportunité de carrière. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut avoir certains postes où on arrive et puis on ne voit pas trop comment on va évoluer. Donc dans ces cas-là, on reste peut-être 2, 3, 4 ans, mais c'est difficile de se projeter. Donc ça faisait vraiment partie, il y avait un grand programme stratégique et ça faisait partie des objectifs d'avoir plus de facilité à recruter des talents, à les garder et à leur offrir des opportunités de carrière. Et ça, alors ça m'a vraiment touchée parce que c'était vraiment en lien avec ce qui est devenu par la suite mon sujet de recherche. Donc c'est dur de mobiliser les énergies, je me sens impuissant. Ça fait des années que je n'ai pas augmenté. Donc là, il parlait d'une fonction back-office. C'est également un contact dans le secteur bancaire. Je n'ai pas le budget, c'est leur principale revendication et je n'ai aucune marge de manœuvre. Voilà. Donc, une lueur d'espoir dans ces constats un peu sombres. On connaît quand même, donc, comme il y a eu pas mal de recherches sur la motivation, alors on connaît énormément de choses. Il y a une centaine de théories qui existent sur la motivation. Moi, je vais vous parler de l'une d'entre elles qui est l'une des plus robustes. C'est la théorie de l'autodétermination de Ryan et Deci, donc qui a démarré. Alors, il y a surtout eu des travaux publiés au milieu des années 80, mais les recherches continuent encore et s'affinent. Ce qu'elles nous apprennent, c'est que plus la motivation est autonome, plus elle est de qualité. Donc, vous êtes peut-être familiarisés. Alors, moi, je dis ça parce que quand j'en discute avec des collègues, clients, les gens généralement parlent de motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. J'ai l'impression que c'est ce qui est le plus connu. Donc, motivation intrinsèque, là, le petit cœur ici, c'est ce qu'on aime faire, ce qu'on fait voilà, par plaisir, par curiosité, par intérêt. Peut-être ce que vous feriez si jamais vous gagnez au loto. Bon, vous gagnez au loto, l'argent n'est plus un sujet, comme dirait Forrest Gump. Qu'est-ce que vous faites de vos journées? Donc, a priori, vous allez choisir de faire ce qui correspond peut-être le plus à votre motivation intrinsèque. Après, donc au départ, dans leurs travaux de recherche, donc là c'est au milieu des années 80, ils se sont focalisés là-dessus, motivation intrinsèque versus motivation extrinsèque. Mais au fur et à mesure de leur recherche, ils se sont rendus compte que entre guillemets, cracher sur ou dévaloriser la motivation extrinsèque, c'était pas ce qui, d'un point de vue scientifique, était le plus valable. Maintenant, on privilégie la distinction entre motivation autonome et motivation contrôlée. Motivation autonome, qu'est-ce que c'est? Ça inclut deux autres éléments. Ce type de motivation, le deuxième type de motivation, en fait, ça correspond à ce qu'on fait parce que c'est notre identité. Donc, par exemple, j'en sais rien, quelqu'un qui est dirigeant, il va se dire, moi je suis dirigeant, donc un bon dirigeant, qu'est-ce que ça fait? Ça se lève à 6h30 le matin, ça lit toute la presse, ça se forme sur l'IA, ça a tel type de comportement. Donc c'est vraiment les choses qu'on a intériorisées et qui, donc comme elles font partie de notre identité, on est très motivé, on le fait, quoi. Si on est un bon parent, on va faire ça. Si on est un bon juriste, on va se tenir au courant de la réglementation, des évolutions de la réglementation. Après, l'autre type de motivation qui est également donc, une motivation qui est autonome, elle porte autour du sens, de l'importance des choses. Et là, c'est peut-être là où on a effectivement le plus de marge de manœuvre dans les organisations, c'est-à-dire que si on va expliquer la direction que prend une organisation, voilà, on va plutôt investir dans telle activité cœur de métier pour nous parce que on se rend compte que la tendance du marché, les analyses nous amènent à penser que on a, j'en sais rien, le réseau, si je prends l'exemple de la Poste, on a tout un réseau en France de facteurs et donc on va développer telle activité parce que comme on connaît bien le tissu local, on va pouvoir se différencier, etc. Donc si on montre aux collaborateurs que les transformations qu'on souhaite faire, par exemple, sont importantes, ont du sens, on va beaucoup plus facilement réussir à les embarquer et on sera dans de la motivation autonome parce qu'ils feront des choses parce qu'elles sont importantes.
Peut-être la distinction avec les niveaux de motivation qui sont plus à droite, c'est que parfois on fait des choses, bon, on le fait parce que c'est important, mais on n'aime pas forcément le faire. Je pense que vous arriverez tous à trouver des éléments de votre travail et de votre poste, vous dites, bon, ça je le fais, c'est important, mais c'est pas ce que vous aimez le plus faire. Donc c'est pour ça qu'il y a une gradation en fait sur ces différents niveaux de motivation. Après, on a la motivation contrôlée. Et donc la distinction entre la carotte et le bâton, qui est le plus à gauche et qui est finalement le niveau de motivation qui sera le moins qualitatif, et j'expliquerai après ce que ça veut dire, et le singe qui se cache les yeux, donc pour symboliser en fait la honte, parfois alors c'est un exemple parmi d'autres, mais sur la motivation contrôlée, elle peut venir de l'extérieur, donc là c'est la carotte et le bâton, mais elle peut aussi venir de soi. On peut faire des choses par ego. On peut par exemple, participer à une réunion parce que tous ses collègues participent, mais on a plein de boulot, on n'a pas envie d'y être, mais on aurait un peu honte si on était le seul de l'équipe à ne pas y participer. C'est ce type de raison-là. Donc c'est une contrainte qu'on s'impose à soi-même. Ça peut être aussi par ego, sur le côté plus carotte, on va vouloir se lancer un certain type de défi par ego. Voilà. Et la carotte et le bâton, alors il ne faut pas non plus... en fait, les études, il y a énormément de choses qui ont été montrées là-dessus. Elles peuvent être utiles, c'est-à-dire que sur les activités qui sont routinières, effectivement, mettre en place un système de primes, ça marche. Ce type d'activité-là. Par contre, il faut se méfier parce que sur des activités qui demandent plus d'innovation, de créativité, ce que montrent les études, c'est que les résultats ne sont pas probants. Et après, on a carrément à l'autre bout la motivation, c'est-à-dire pourquoi des fois les gens n'agissent pas, peut-être parce qu'ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas les compétences pour agir, donc ils se retrouvent comme une poule devant un couteau, à ne pas savoir comment avancer, tout simplement. Quand j'écris que la motivation, plus la motivation est autonome, plus elle est de qualité, ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, plus on se retrouvera effectivement sur la droite, plus en fait les personnes seront épanouies, plus elles auront une motivation qui sera profonde, un niveau d'énergie qui sera élevé, plus ils tiendront dans la durée, même s'il y a des obstacles, un obstacle, 2 obstacles, 10 obstacles, quelqu'un qui est passionné pour essayer d'inventer une machine pour voler, en fait, il va continuer à essayer encore parce que c'est ce qui le passionne. Et donc, la motivation sera vraiment de qualité, plus on va se trouver effectivement sur la droite. Il y aura moins de risques de burn-out également. Voilà. Alors, ça, c'est un point, je dirais, si vous devez retenir peut-être une chose de tout ce que je vais partager avec vous, je regarde la montre aussi, pendant cette séquence, c'est peut-être celui-ci, à mon sens. C'est la satisfaction des 3 besoins fondamentaux. Donc, ça fait toujours partie de la même macro-théorie sur l'autodétermination. En fait, donc là, c'est pareil, c'est vraiment des travaux de recherche qui sont très robustes. On a des besoins fondamentaux. Alors, vous connaissez peut-être la pyramide de Maslow. D'un point de vue scientifique, c'est un petit peu moins robuste que ça. C'est-à-dire que l'approche de la pyramide des besoins de Maslow, elle part du principe que d'abord, on a des besoins fondamentaux qui, pour passer au niveau au-dessus, doivent être comblés. Et en fait, les recherches ont montré que ce n'était pas forcément le cas. On peut avoir des gens, ceux qui font la grève de la faim, la question de la cause vient avant certains besoins fondamentaux. Mais par contre, ceux-ci ont vraiment une grande robustesse théorique, donc le besoin d'autonomie. Alors, autonomie, il faut faire attention à ce qu'on entend par là, parce que après, on peut tomber dans certains excès aussi. Le besoin d'autonomie, c'est de pouvoir décider de ce qu'on fait, voilà, dans une certaine mesure, de ne pas être en opposition avec ses valeurs. Par exemple, si vous avez un poste, j'en sais rien, on va vous demander d'aller mettre des contraventions à des personnes qui sont faites avorter alors que vous êtes pour l'avortement, il va y avoir un problème de valeur, et là, ça va affecter votre autonomie. Ça va être aussi ne pas du tout avoir son mot à dire dans des éléments de prise de décision. Donc c'est tous ces aspects-là. Ça ne veut pas forcément dire être libre de tout le temps. C'est-à-dire qu'après, voilà, faut pas, on est dans des organisations où les postes ont quand même certains objectifs. Donc
c'est pas non plus, faut l'interpréter de la juste façon, mais c'est avoir, comment dire, être aligné avec ce qu'on fait et être décisionnaire sur le type d'activité que l'on mène. Le deuxième besoin fondamental, c'est le besoin de compétence. Donc là, c'est en lien avec la notion de curiosité, la notion de progrès. Moi, quand j'avais lu la première fois ce descriptif de ce besoin-là, ça m'a fait penser au film Seul au monde avec Tom Hanks, qui se retrouvait sur son île déserte et puis qui développait tout un tas de compétences qu'il n'avait pas avant pour s'adapter à son environnement. Donc c'est vraiment ça, c'est je comprends mon environnement et je développe des compétences pour m'y adapter. Et d'autant plus dans le monde dans lequel on évolue avec, on a vu toutes ces conférences qui concernent le sujet de l'IA. Voilà, cette notion de compétence, elle est importante et c'est vraiment un besoin fondamental des individus de se sentir compétents et aussi de sentir que les activités qu'on mène ont un résultat. C'est Sisyphe, c'est très mauvais pour le besoin qu'on a de compétences, par exemple. Troisième besoin, les relations. Donc, il vaut mieux privilégier la qualité que la quantité. Bon, ça paraît assez logique, mais je le précise quand même. Et sur les relations, donc c'est la question d'authenticité. Alors, moi, elle me parle particulièrement parce que sur la conduite du changement, donc le sujet principal sur lequel je suis amenée à intervenir, alors il y a différents niveaux de perception. Hein. Parfois, c'est effectivement, on s'attend à ce que ce soit la baguette magique, on va mettre du change, ça va résoudre tous les problèmes. Ou à l'inverse, il y a des personnes qui ne croient pas du tout. Il faut se méfier de l'intention qu'on a et de l'impact que ça a sur les relations. Donc, l'authenticité, c'est vraiment quelque chose qui est très important dans les relations. Donc, construire des relations authentiques, honnêtes, où on accepte l'autre dans sa diversité. Il y a beaucoup d'organisations maintenant qui font qu'on a accepté qu'on soit jeune, vieux, qu'on ait telle ou telle origine, telle ou telle religion, telle ou telle orientation sexuelle. Donc, c'est vraiment... se sentir, voilà, appartenir à un groupe, avoir des relations de confiance, des relations de qualité. Ça, c'est très important. Et en fait, ce besoin-là, il peut être différent d'une personne à une autre. Par exemple, les personnes extraverties auront besoin de davantage de contact pour que ce besoin-là soit comblé, alors que des personnes introverties, peut-être voir un ami tous les mois, ça leur suffira. Et quand ces besoins fondamentaux, donc qui sont d'égale importance et quelque part on a besoin d'avoir les trois pour être vraiment épanoui, on est plus performant, on a plus de bien-être et on est plus motivé. Et donc peut-être ce que je vous inviterai à faire si ce sujet de la motivation donc, voilà, vous préoccupe par rapport soit à votre vie personnelle, soit par rapport à votre équipe, même dans le cadre finalement familial ou autre, hein, c'est de vous interroger sur la satisfaction de ces différents besoins par rapport à ce que vous observez autour de nous, par rapport aux actions qui sont menées. Parce que si vous vous rendez compte que, par exemple, il y a l'un d'entre eux sur lequel des progrès pourraient être faits, vous pouvez vraiment améliorer la qualité de la motivation des personnes concernées. Le petit quiz de milieu... Ouais, donc je suis en retard. Bon, désolée, je parle beaucoup. J'avais fait exprès de faire un quiz en plein milieu. Donc, à votre avis, quel est le premier facteur de motivation et de bien-être des collaborateurs parmi ces outils managériaux ? Est-ce qu'il y en a qui veulent se lancer, qui ont une petite idée ? Le 4... 5... Le 1, peut-être. 2, ouais, les primes, hein, peut-être. Bon, écoutez, c'est effectivement le 4. Encourager le progrès dans un travail qui a du sens. Donc ça, c'est une étude qui a été faite par Amy Pillet et Kramer. En fait, elle a demandé à des personnes qui travaillent dans des organisations de renseigner un journal et de décrire leur journée. Et en fait, les personnes étaient super épanouies et contentes quand à la fin de la journée, ouais, voilà, je voulais faire ça, j'ai réussi, j'ai résolu ce problème, j'ai avancé, etc. Et ce qui était le plus frustrant pour eux, c'est d'avoir ce sentiment de ne pas avancer dans son travail. Et donc, parmi les messages, c'était, en tant que manager,
Si vous aidez vos équipes, donc c'est sur la dimension résolution de problèmes, à traiter tout ce qui les empêche, alors parfois ça peut être des problèmes informatiques, hein, le matériel qui ne marche pas, telle équipe qu'on n'arrive pas à voir, bon, quelle qu'en soit la cause, si vous les aidez à progresser, et donc par rapport aux besoins dont on parlait tout à l'heure, c'est en lien avec celui de compétence, c'est-à-dire je fais quelque chose qui aboutit à un résultat. En deuxième position, c'est la reconnaissance du travail bien fait, et après c'est dans l'ordre, hein, les primes, soutien interpersonnel et objectifs clairs. Alors très rapidement, l'approche agile, donc je vous ai fait un petit rappel, mais vous pouvez le retrouver, j'ai mis les références, sur les différentes approches de conduite du changement. Donc effectivement, on a des approches de plus en plus agiles de la conduite du changement depuis les années 2010, avec cette notion d'expérientiel qui prend de plus en plus de place, ou sur une approche traditionnelle, donc on était plutôt sur un mode projet, là on va privilégier des structures plus petites au niveau de l'équipe, plus de responsabilisation et d'autonomisation. Donc c'est là qu'on voit qu'avec les approches agiles, en fait, on a vraiment un lien par rapport aux besoins fondamentaux. L'approche expérientielle test and learn, donc là aussi par rapport aux besoins de compétences, par rapport au fait de suivre des directives top-down, les gens, ça répond à leurs besoins de compétences, et aussi les ateliers participatifs qui permettent de créer du lien et de répondre et d'encourager ce besoin de relation. C'est-à-dire qu'on voit quelle est la perception des autres sur tel ou tel sujet, et on travaille ensemble, on collabore. Donc, le changement agile est vraiment un changement qui est utile et qui est précieux en termes de motivation des équipes. Quelques exemples donc, de types d'ateliers que vous pouvez mener. Donc, si vous vous dites, par exemple, que dans le cadre de votre environnement, on a un sujet autour du besoin d'autonomie, vous pouvez, par exemple, organiser des ateliers qui permettent d'avoir des prises de décision par consentement, où ce n'est pas voilà, une personne qui connaît même plus ou moins bien un sujet qui va choisir dans son coin, mais des échanges et la prise en considération des différents points de vue. Donc plus on a diversité, hein, plus on est intelligent ensemble, plus on va loin. Donc je vais vous donner des exemples de types d'ateliers voilà, qui peuvent être mis en place pour améliorer, répondre à ce besoin d'autonomie. Pour la compétence, pareil, un flash codev qui permettra de résoudre un problème en s'appuyant sur l'avis de collègues, ça peut être intéressant. Donc se projeter, faire des plans d'action, voilà, c'est des choses qui nous permettent d'avancer dans le travail et de répondre à notre besoin de compétences. Et sur les relations, alors j'aurais tendance à dire que tous les ateliers qu'on mène avec les équipes peuvent privilégier ça. Moi j'aime beaucoup le World Café que j'utilise beaucoup, la méthode de facilitation au RID qui permet d'exprimer ses émotions, ce qui reste encore un tabou dans pas mal d'organisations. Voilà, donc quelques idées. Ouais, il me reste 5 minutes, donc je vais passer très vite. Il y a 2 ans, moi, j'étais directrice de mission sur une mission donc, avec 22 collaborateurs. Donc certains étaient ravis d'être sur cette mission parce qu'ils adoraient la conduite du changement, le secteur bancaire, etc. D'autres pas du tout parce qu'ils voulaient faire autre chose, ils avaient 2 bras, 2 jambes, ils n'étaient pas en mission et on leur a proposé de venir parce qu'on avait besoin de personnes sur cette équipe. Et donc, mon obsession a été, pendant les 9 mois intenses de mission qu'on a eu, ça a été d'embarquer tout le monde. Parce que, comme la motivation, c'est un sujet qui me travaille depuis longtemps et que j'ai constaté en arrivant que tout de suite, ce qui avait été prévu, c'était comment remplacer les personnes qui poseraient leur démission et partiraient. Je me disais, quand même s'il y a quelqu'un qui est sur cette mission juste pendant 3 mois, 6 mois, 9 mois, alors que ce n'est pas forcément ce qui l'intéresse, comment moi je peux, en tant que directrice de mission, mobiliser les personnes? Donc on a commencé, j'ai lancé un chantier épanouissement pro et inclusion, j'ai dit qui est volontaire pour participer, on était 4, on avait tous des sensibilités différentes. Donc on avait le fêtard qui nous a organisé toutes les soirées, les apéros, donc c'était très sympa. Il y avait une personne qui était sensible au sujet de l'inclusion, donc elle a lancé un questionnaire et il y avait des gens qui ont eu l'honnêteté et le courage de dire qu'ils ne se sentaient pas forcément inclus, donc elle a mis en place des actions. Moi, j'étais plutôt axée sur le développement des compétences. Donc, en fait, j'ai demandé à chacun ce sur quoi ils voulaient se développer, même s'ils n'étaient pas contents d'être sur cette mission-là, mais qu'est-ce qu'ils avaient envie de faire dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et donc, on s'est rendu compte que sur une équipe de 22, en fait, on avait des centres d'intérêt communs. Donc, il y a eu le DEJ sur les sujets People et Change, ceux qui s'intéressaient à la RSE, donc qui sont constitués un petit réseau en interne. Il y a eu donc des formats différents. En fait, il y avait un lead par type de compétences.
Après, donc, le co-design des rôles, très important aussi, c'est-à-dire que sur certaines phases de mission, en fait, il y avait les postes qui évoluaient, donc ce souci permanent de discuter avec les personnes pour dire mais qu'est-ce qui t'intéresse? J'aimerais plutôt manager une petite équipe, j'aimerais plutôt travailler avec l'IT sur tel sujet. Donc essayer de vraiment prendre en compte dans la mesure du possible, mais sans leur vendre du rêve non plus. Moi je leur disais, écoute, j'ai écouté, si j'ai une marge de manœuvre, j'essaie de te positionner sur telle ou telle chose. Après voilà, s'il y en a deux personnes pour un poste, on ne peut pas non plus tout faire. Donc, voilà, ça reste dans la mesure du raisonnable. Et puis on avait des rituels projets aussi qui insistaient beaucoup par rapport à ce besoin de compétences sur la reconnaissance, parce que voilà, on avait un client qui n'hésitait pas à dire aussi que, voilà, quand il était content, et donc il y avait toujours un petit mot aux équipes pour marquer le coup quand ils avaient fait un super boulot. Donc chaque semaine, voilà, sur 22 consultants, il y avait des retours très positifs. Très rapidement aussi, un autre exemple sur une réorganisation chez un autre client où on avait des gens qui étaient quand même en détresse parce que cette réorganisation impliquait que eux qui travaillaient, alors c'était dans le cadre d'un déploiement d'une nouvelle organisation, on a commencé par l'Amérique latine. En fait, ils étaient, par exemple, si on travaillait au Mexique, on allait avoir un chef qui allait être au Brésil sur une équipe éclatée. Donc avant, les gens étaient polyvalents, mais restaient dans leur unité locale. Et là, avec la nouvelle organisation, en fait, il y avait des pôles d'expertise qui étaient développés sur des équipes distribuées. Et donc, beaucoup d'anxiété par rapport à ça. Attendez, je ne suis pas au bon endroit. Ah oui, non, les rétrospectives, pardon, je parlais de cette expérience-là. Oui, donc en fait, ce qu'on a commencé à faire, c'est prendre soin du réseau du changement. Le réseau du changement, donc c'était des personnes en local qui allaient accompagner ces collaborateurs dans le cadre de cette réorganisation pour leur expliquer ce qui allait se passer pour eux. Donc là, on avait un réseau qui était vraiment éclaté sur les différents pays et qu'il a fallu embarquer en prenant en compte notamment les éléments culturels. Ce que m'ont dit mes clients, c'est qu'en fait, il y avait un peu un sentiment de dévalorisation au niveau de ces personnes qui travaillaient en Amérique latine par rapport au siège, et que si on faisait une réunion et qu'on demandait aux personnes est-ce que tout le monde a compris, les gens n'osaient pas dire quand ce n'était pas le cas. Donc il a fallu prendre en compte, c'était important pour nous de prendre en compte ces éléments culturels pour vraiment établir des relations one-to-one au départ, pour être sûr que le réseau du changement soit vraiment embarqué et qu'on réponde à leurs besoins. Donc voilà, il y avait des actions de valorisation, on invitait des guest stars, on leur a permis aussi on les accompagnait, mais en leur permettant d'avoir vraiment de l'autonomie sur le développement du matériel local pour accompagner les personnes. Donc un vrai travail autour du réseau du changement, et après l'animation d'un atelier local par rapport à ces personnes qui étaient vraiment en situation de stress par rapport à la nouvelle organisation, pour les interroger et les faire s'exprimer sur ce qu'ils aimaient le plus dans le fait de travailler au local aujourd'hui. Donc déjà pour l'entendre, l'intégrer et voir comment on pourrait le prendre en compte pour la suite, et avoir un travail de projection sur comment ils pourraient travailler ensemble dans une équipe éclatée. Et donc ça s'est super bien passé. Au final, les gens étaient vraiment contents de partir sur cette nouvelle organisation alors que ce n'était pas gagné. Je vais très vite sur quelques tips. Alors, ils sont autour soit d'expériences personnelles, soit de choses qui m'ont vraiment surprise quand j'ai lu les travaux de recherche. Parce qu'effectivement, on a tous cette espèce de bon sens paysan où sur la motivation, on va avoir des réflexes. Je dirais que dans 80% des cas, il y a des choses, ça va être assez naturel. Et ce qu'on va aller chercher à travers les travaux de recherche, c'est le truc où on sent qu'il y a quelque chose, ou le truc qui va nous surprendre. Donc, alors, celui-là, pour motiver plus, ce n'est pas toujours mieux. On pourrait avoir tendance, et ça j'ai pu l'observer dans des organisations, de se dire oh, ça c'est super important, donc on va communiquer, on va faire ça, et on va mettre une prime, et on va... En fait, ça ne marche pas comme ça, la motivation. En fonction de la nature de l'activité qu'on mène, ça peut même être contre-productif. Il y a une étude qui a été faite sur les gens qui vont donner leur sang, ce qui est une activité noble. Si vous donnez de l'argent à quelqu'un qui va donner son sang, en fait, il donnera moins son sang. Oui. Essayez votre mari, par exemple, vous lui mettez 500 € à chaque fois qu'il est sympa. Non, mais... ou alors, je sais pas, vous voyez ce que je veux dire, tout n'est pas... Non, bon.
Bon, allez, type suivant. Méfiez-vous des boîtes à idées. Alors, on veut augmenter la motivation des équipes. Je vais très vite. On veut augmenter la motivation des équipes, on met une boîte à idées. Alors, le gros problème des boîtes à idées, c'est que parfois, on ne prend pas le temps de traiter ce qui a été mis. Donc, les gens, on leur demande leur avis. Ils disent, chouette, super, autonomie, on me demande mon avis, on va l'écouter, etc. Bon, on n'a pas ouvert le truc, on ne l'a pas pris en compte. On a dit, oh ben non, on n'a pas de budget. On ne leur fait pas de retour. Donc, déjà, au niveau de leurs besoins d'autonomie, zéro. Ensuite, compétences, donc au lieu de faire leur travail quotidien, ils ont passé du temps à remplir ce truc sur la boîte à idées, donc là pareil, zéro, tout faux. Et sur la relation, en termes de relation de confiance, zéro. Donc les boîtes à idées, c'est très bien, mais si vraiment on les prend en compte, ça ne veut pas dire oui, mais ça veut dire lire ce qui a été fait, faire un retour, expliquer, etc. Méfiez-vous aussi de ce que vous pensez de votre propre motivation. Alors ça, ouais, ça m'a vraiment surpris. C'est une étude, en fait, en fonction de quand on vous demande ce que vous pensez ou ce qui vous motive, en fonction de ce que vous êtes en train de faire, le résultat sera complètement différent. Elle a été faite au départ sur les gens qui veulent faire du sport. Donc vous demandez à quelqu'un pourquoi il va aller à la salle de gym, pour être en bonne santé, pour le body summer, etc. Alors qu'en fait, ce qui va être un déterminant de la motivation que la personne va avoir, c'est est-ce qu'il va aimer l'activité. Et donc, alors il y a les professionnels qui suivent, enfin je vois les kinés, ils savent, ils conseillent aux gens de faire un sport qu'ils aiment avant tout parce que sinon ils savent que ça ne tiendra pas. Et c'est pareil quand on choisit un poste. Les gens vont avoir tendance à privilégier le salaire et à moins se projeter sur qu'est-ce que ça va être au quotidien de faire telle activité pendant 8 heures. Et peut-être, est-ce qu'il ne faudrait pas que j'accepte peut-être un autre poste, mais qui correspond vraiment à ce que j'aime faire. Certaines conversations aident à préserver la motivation en situation de pic de charge. Oui, alors on est dans des métiers quand même exigeants, et parmi les bonnes pratiques par rapport à ça, c'est-à-dire qu'on a tous des choses qui nous tiennent vraiment à cœur. Donc, même sur une période où il y a un pic de charge pendant peut-être un certain nombre de jours ou de semaines, vraiment prendre soin de ce qui est important pour les gens. Est-ce que ça va être justement l'activité sportive du jeudi soir? Est-ce que ça va être sa femme ou son enfant qui a, je ne sais pas, un concert de guitare? Vraiment prendre en compte ça et avoir des conversations pour respecter ce qui est important pour les gens, ça va leur permettre de tenir pendant des pics de charge. Et puis aussi, effectivement, s'il y a des dates de fin, voilà, il y a des conversations qui sont importantes à avoir, mais ce n'est pas désespéré. On peut tout à fait avoir un sentiment de rester motivé sur la durée quand on est engagé sur une tâche qui a du sens, voilà, quand on respecte certaines choses. Les mauvaises nouvelles. Donc parfois dans les organisations, alors moi j'ai vécu ça pour un client dans les télécoms, une évolution de poste qui ne va pas plaire aux personnes. Donc le cas en question, c'était des commerciaux qui avant avaient des secrétaires qui saisissaient un certain nombre de données pour eux. Et en fait, l'évolution, c'était que c'était à eux de saisir sur leur tablette leurs propres données. Donc pour eux, c'était une mauvaise nouvelle, effectivement. Et en termes de communication, donc ce qu'on a privilégié, c'est d'être très transparent, factuel. C'est-à-dire, oui, effectivement, dans ce qui est prévu, vous allez devoir consacrer une partie de votre temps, ça avait été mesuré, à faire cette saisie-là. Donc ça va impacter peut-être 10% de votre activité. Au lieu de faire votre travail de commercial, vous devrez saisir vous-même sur une tablette ces informations. Et donc ça, c'était la partie, si vous voulez, non négociable. Et il peut y avoir des gens qui, par rapport à ça, décident de partir. Et fine. Enfin, à un moment donné, c'est-à-dire que les organisations vont aussi dans une direction stratégique. Si les gens sont à l'opposition de ça, à un moment donné, les marges de manœuvre sont limitées. Mais par contre, on a tendance à sous-estimer toutes les marges de manœuvre qu'on a autour. C'est-à-dire qu'on peut leur faire choisir la tablette, on peut leur faire choisir la façon dont on va les accompagner pour accepter ces changements. Vous préférez quoi? Vous préférez qu'on fasse une formation tous ensemble, comme ça c'est du team building en même temps, ou est-ce que vous préférez avoir du compagnonnage avec quelqu'un qui va vous montrer comment il utilise sa tablette? Donc être à l'écoute des gens et être très clair sur le négociable et le non négociable, ça c'est des études de Moutot, qui est un enseignant à Audencia, qui ont montré qu'en fait, en termes de motivation et d'acceptation du changement, les résultats étaient extrêmement bons.
Arrêt d'un projet, donc ça c'est le dernier tips. Alors, investissez dans la motivation des collaborateurs. Des équipes qui travaillent pendant 6 mois, 9 mois, 1 an sur un projet, et du jour au lendemain, on leur dit « Ah ben vous avez fait tout ça pour rien, allez bisous, salut !» C'est extrêmement dur pour les personnes. Et il y a des études qui ont montré qu'en fait, on sous-estimait l'impact de faire quelque chose quelque part qui ne sert à rien sur le niveau de motivation. C'est-à-dire qu'ils ont fait construire des constructions à différents groupes. Le premier groupe, on détruisait systématiquement les constructions qu'ils faisaient. Le deuxième groupe, en fait, les constructions étaient posées. Et on a regardé en fait, le delta entre les différents groupes. Et en fait, on s'est rendu compte que l'impact sur la motivation était important. Les gens étaient moins motivés à hauteur de 30%. Alors que quand on fait des études de prédictivité, c'est-à-dire quand on demande à quelqu'un, bah, vous pensez que ça va impacter la motivation des personnes, là, si on casse leur construction, vous pensez qu'ils vont en faire combien? En fait, on sous-estime ça. On pense qu'ils vont faire, allez, peut-être 1, 2 moins. Donc, il y a vraiment un réel impact. Arrêter un projet, les gens, ils ont passé peut-être des soirées, des journées entières, des longues périodes, et c'est normal qu'ils soient à plat. Vous avez peut-être observé voilà, qu'ils arrivent plus tard le matin et partent plus tôt le soir, parce qu'ils ont mis leur trip. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour investir dans la motivation des personnes? Ben, se poser la question de comment je peux capitaliser là-dessus. Comment ça peut servir à d'autres projets. Soyez créatifs. Donc, imaginez la façon de valoriser ce travail-là, parce que c'est pas rien. J'ai mis quelques livres pour aller plus loin, que j'aime bien. Vous en connaissez probablement une partie. Voilà. Et c'est à vous pour les questions. Merci.